Merci d'être venus aussi nombreux, mais je pense que l'exposition que vous avez l'occasion de voir aujourd'hui, alors très peu, je pense qu'il faudra que, pour véritablement l'apprécier, que vous repassiez à la mairie de Billon, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de pouvoir circuler, et tant mieux, ça veut dire que l'exposition a du succès. Moi, je veux juste remercier, bien sûr, et féliciter les personnes qui ont monté cette exposition, parce qu'ils ont travaillé depuis au moins un an. Annette Guillaume est venue me voir il y a à peu près un an pour me dire voilà, nous avons un projet d'exposition, me demander ce que j'en pensais. Et bien sûr, tout de suite, j'ai été enthousiasmé par cette idée, et je pense que j'avais de bonnes raisons. D'abord, je savais que ça serait réussi parce qu'Annette est quelqu'un de très méticuleux, et Christian, ils savent l'un et l'autre organiser, de même que l'ensemble des membres de l'Amicale laïque, et bien sûr toutes les personnes qui les ont aidés à monter cette exposition, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan recherche. Alors, comme je le disais tout à l'heure, vous avez pu voir, c'est un très gros travail, c'est un travail d'environ une année, hein, et ce qui est, franchement, on voit aujourd'hui que ça valait le coup parce que c'est une réussite. Alors moi, juste pour vous dire qu'en parcourant cette exposition, j'ai pu me rendre compte qu'on passait souvent devant les monuments, mais, alors je ne sais pas vous, mais moi, je n'avais pas spécialement remarqué ce qui figurait sur les monuments. Et j'ai vu qu'il y a un petit lexique qui montre ce que sont les symboles et ce que signifient les symboles. Je trouve que c'est très intéressant parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas pensé que en voyant les obus enchaînés, ça avait une signification, en voyant le blé, en voyant voilà, tout ça. Donc vous pourrez à l'occasion voir ce que cela signifie. Et c'est vraiment passionnant de pouvoir lire et apprendre ce qui se trouve sur nos monuments. Je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à Charles Guillaume, qui est le président de la communauté de communes. Je remercie tous les élus qui sont ici, mes collègues maires, adjoints et élus, d'être venus à cette inauguration d'exposition. Je sais qu'elle va aller dans plusieurs communes, mais je pense que Gérard en fera état. Donc voilà, merci à tous encore et bravo aux organisateurs. Bien. Merci Jean-Michel, merci Monsieur le maire de nous accueillir dans cette magnifique salle. C'est toujours un bonheur de venir voir des expositions aussi magnifiques. Quand l'amicale a sollicité la communauté de communes avec le projet, immédiatement, deux commissions sont mobilisées pour vous, la commission culture et la commission tourisme et patrimoine, où chacune a voulu apporter 1 000 €. Donc c'est 2 000 € que la communauté de communes a donné à l'amicale laïque pour pouvoir mettre en place cette exposition qui est un remarquable travail de mémoire. À une époque où, je ne veux pas faire dans le pessimisme, mais où on se rend compte que les choses se troublent un petit peu sur notre Europe, je crois qu'il est complètement indispensable de faire ce travail de mémoire et ce recensement, cette présentation des monuments aux morts, la lecture qu'on peut en faire, comme tu l'as dit Jean-Michel, à travers les différents symboles de la République aussi, je crois et j'en suis intimement persuadé, qu'il était nécessaire de faire ce travail. Nous avions souhaité, nous aussi, en tant que comité de communes, ne pas être seulement un partenaire financier. Donc avec les services, les différents services, et notamment le service du pays d'art et d'histoire, on a mené en parallèle avec vous des actions qui sont aussi, qui avaient été un peu commencées avant, puisqu'on était complètement dans le même état d'esprit que vous, sur ces monuments aux morts, avec des visites excursions qui sont reprises dans le programme de l'exposition de cette année. Donc je crois que le partenariat, ça va bien au-delà qu'une seule aide financière. Il faut, chacun à notre manière, on puisse amener ce travail de mémoire, et surtout auprès de nos enfants. Je voudrais vous dire que 2018, ce centenaire de ce conflit, qui malheureusement a été une véritable boucherie, ne peut pas nous laisser indifférents, et on doit quand même avoir une pensée pour certains de nos poilus qui sont morts différemment, mais qui ne sont pas sur les monuments aux morts. Et ça, c'est quelque chose d'horrible quand on lit un petit peu le détail. Et justement, venir, j'ai eu la chance de lire La Montagne. J'avais déjà dit, un 11 novembre, des gens de chez nous sont morts fusillés par nos soldats. Et ça, c'est quelque chose qui doit être terrible dans une famille. Et la justice, pour beaucoup d'entre eux, ne veut pas les reconnaître morts pour la France.
C'est quelque chose pour moi d'insoutenable et il faut absolument continuer ce travail de réhabilitation de ces soldats-là. Je pense qu'on va pouvoir faire des prolongations. Vous savez, des fois, les matchs ne se terminent pas à l'heure dite. Il y a des prolongations. Parce que si vous regardez le monument de Montmorin, c'est 2019 qui est porté. 2019, pardon. 14-19 et pas 14-18. Donc ce que je vous propose, moi, tous, eh ben, c'est que l'année prochaine, on fasse, avec l'exposition, le centenaire du monument de Montmorin. Voilà, je ne serai pas plus long. Je remercie tout le monde. Je n'ai pas salué les conseillers départementaux qui sont là, Jocelyne et Jackie Grand. Hein, merci de votre présence. Tous les élus aussi, mais ça, Jean-Michel l'a fait, je ne serai pas plus long. Merci et félicitations à l'Amicale laïque pour ce magnifique travail. Bien, en tant que président de l'Amicale laïque, je voulais vous dire que les membres de l'Amicale sont des gens formidables. Ce sont des gens qui donnent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire fonctionner l'Amicale. Ce sont des gens qui sont profondément humains et qui connaissent la valeur de l'éducation populaire et de la transmission. Parmi ces membres, il y en a deux. Il y a Annette Guillaumin et Christian Guy qui sont ici, qui sont venus nous voir l'an dernier, à peu près à cette époque, en nous proposant l'idée de cette exposition. Alors, ben, je peux vous dire qu'on a dit oui sans hésiter pour être le support de cette exposition. D'abord parce que l'Amicale laïque a pour but de promouvoir toutes les actions d'éducation populaire, et puis parce que connaissant la valeur de ces deux membres-là, et puis leur expertise dans leur domaine qui leur sont propres, la photographie pour Christian et la littérature et l'histoire pour Annette, on savait déjà que cette exposition serait une réussite, et je crois que vous pouvez le voir aujourd'hui ici. Alors, rapidement, parce qu'on l'a déjà dit, bien sûr, je vais juste vous citer deux, trois lignes d'un poilu qui s'appelle Gabriel Chevalier, qui était aussi un écrivain, qui écrivait « Quand on a vu la guerre comme je viens de la voir, on se demande comment une telle chose est-elle acceptée? Quel tracé de frontières, quel honneur national peut légitimer cela? Comment peut-on grimer en idéal ce qui est banditisme et le faire admettre ?» Effectivement, cette guerre a vraiment été un vrai massacre. Et, bon, 1 500 000 morts, plus d'un quart de la population des jeunes de 20 ans décimés à ce moment-là. On se doit, nous, aujourd'hui, à l'heure où les populismes sont à nos portes, hein, on a des pays proches de nous, à l'heure où le nationalisme a le vent en poupe aussi, même dans notre pays, on se doit de transmettre ça aux générations futures. C'est aussi notre histoire. Notre histoire, c'est bien sûr notre passé, qu'on reconnaît, mais c'est aussi ce qu'on a laissé aux générations futures. Alors aujourd'hui, les poilus ont tous disparu, on n'en a plus pour nous transmettre ça, mais il nous reste quand même pas mal de choses. Ces monuments aux morts, comme disait Jean-Michel, on passe devant tous les jours, on n'y fait plus trop attention, on les remarque plus. Les photographies de Christian vont nous permettre de les remettre en lumière pendant quelques temps, et à travers eux, les soldats qui sont tombés à l'époque. Il nous reste les écrits, c'est là-dessus qu'Annette a travaillé, les écrits historiques et les romans historiques aussi sur cette guerre qui vont permettre de passer aussi cette mémoire. Il nous reste la parole. La parole, c'est les deux conférences qui vont avoir lieu samedi 17 par Madame Friesman et samedi 24 par Monsieur Mathieu, ici, à laquelle vous pourrez assister. Il nous reste les images dont on a parlé, les photographies de Christian et les films. Le film de Bertrand Tavernier qui sera projeté le 27 novembre prochain en partenariat avec Cinéparc. Voilà, je voulais à mon tour remercier tous les gens et tous les organismes qui ont participé au financement de cette expo. En premier lieu, la communauté de communes, M. Guillaume qui est ici, la mairie de Billon qui a participé financièrement et matériellement aussi à cette exposition, le conseil départemental, M. Grand et Mme Glass-Lega qui sont ici, et le conseil régional aussi qui a financé cette exposition. Et pour remercier vous d'être venus ici, ça prouve que vous êtes intéressés par ce travail d'éducation populaire qui a été fait ici. Et remercier encore une fois Annette et Christian pour leur travail et pour être, au moment de cette expo, devenus les passeurs de mémoire. Je vous remercie toutes et tous.
Comme on l'a dit, cette exposition n'aurait pas vu le jour sans le soutien évidemment de l'amicale. Et merci aux amicalistes qui ont apporté leur aide, amicalistes enseignantes, mais pas que. Je pense à tous ceux qui ont peint encore ces jours derniers les supports de bois. Merci à Marjolaine Wertmann. Je crois qu'on peut vraiment la remercier infiniment. Elle s'est engagée passionnément dans la réalisation scénographique de l'exposition et nous a accompagnés vraiment de bout en bout. Merci à Sylvie Pradel pour son travail graphique. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Et à Éric Vidal, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il est là, pour la mise en œuvre des présentoirs. Merci aussi à Pierre-Angèle Vin, ancien billonnois bien connu, pour sa relecture attentive. Et merci à Rémi Bourdier pour son regard technique. Merci à Anne Cogny et Denis Sibien, je n'ai pas vu Denis, voilà, du Pays d'Art et d'Histoire, avec qui nous avons collaboré avec vraiment grand plaisir, et qui de leur côté ont mis en place de nombreuses manifestations, monsieur Guillaume, vous l'avez rappelé, qui marqueront dignement ce centenaire, donc au sein du territoire. Et dès cet après-midi, Anne, tu vas donc guider une visite auprès donc, des monuments. Voilà. Merci à Isabelle Tamizier, je l'ai aperçue tout à l'heure, et Clotilde Journeau, enseignante au collège, qui ont travaillé avec le Pays d'Art et d'Histoire pour le travail de mémoire avec les enseignants, les élèves du collège. Merci bien sûr, on l'a rappelé, toutes les collectivités territoriales qui ont apporté leur soutien et qui nous ont fait confiance. Merci à Aline Friesman, vous l'avez rappelé, qui assurera la conférence du 17 novembre à 15h à la mairie, qui est historienne et professeure au lycée Blaise Pascal, sur le sujet suivant, Histoire et mémoire au pluriel de la France en guerre 14-18. Et merci à Olivier Mathieu, professeur à Montluçon, spécialiste des monuments aux morts pacifistes, et qui assurera la deuxième conférence du 24 novembre, Maudite soit la guerre, les monuments pacifistes. Tu as rappelé la projection du film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre, donc le 27 novembre. Pour en venir donc à l'exposition elle-même et son processus, elle a de multiples sources. La première est inscrite dans la longue durée, comme l'écrivait l'historien Fernand Braudel. Nous sommes quasiment toutes et tous descendantes et descendants de familles qui ont vécu, subi, fait cette guerre de 14-18, ce cataclysme d'il y a un siècle. Christian et moi avons des grands-pères qui l'ont fait. Celui de Christian a légué un court récit qui s'appelle La veillée des armes et qu'il a transmis à sa famille. Mes deux grands-pères y ont été blessés. Les autres sources semblent dans un temps plus court. Le temps de Christian. Christian est photographe-illustrateur depuis plusieurs décennies. Il rapporte systématiquement de ses campagnes photos en France des images de monuments aux morts, ceux de communes urbaines comme ceux de minuscules villages. Les plans généraux rappellent les variétés des territoires dont les forces vives ont été décimées. Les gros plans s'attardent sur les litanies de noms et de prénoms sculptés dans la pierre et sauvent quelques visages des plaques émaillées. Été comme hiver, Christian photographie ces monuments et ces détails que souvent, vous l'avez rappelé, on ne sait plus voir. Pourtant, ils nous disent comment les générations d'après-guerre se sont emparées de la demande mémorielle. Et puis, il y a mon temps à moi, celui de mes lectures, celle des livres d'histoire, puisque c'était mon métier de l'enseigner, mais aussi des lectures de romans. Photographie et lecture, qui sont deux activités éminemment solitaires. Mais régulièrement, chaque fois que Christian revenait de ses campagnes photos et qu'il travaillait ses photos, il me disait « mais que vais-je en faire ? Et d'ailleurs, faut-il en faire quelque chose ?» Et un jour, au fil de mes lectures, quelque chose m'est apparu. Cette guerre est encore au centre d'un nombre incroyable de romans contemporains. Quand je dis incroyable, c'est il n'y a pas 3 mois sans qu'une œuvre de littérature s'empare de cette thématique. Récemment encore, je peux en citer au moins 3. Celui de David Diop, puisque c'est un auteur franco-sénégalais, son roman qui s'appelle Frères d'âme. Le livre de Jérôme Prieur, La moustache du soldat inconnu. Et un troisième, qui est un roman graphique inspiré des carnets de guerre de Louis Barthas. Louis Barthas, dont nous avons un extrait sur un des panneaux. Donc c'est un dessinateur qui s'appelle Fredman, qui est parti donc de ces carnets de guerre de Louis Barthas pour en tirer donc cet ouvrage. Et progressivement, donc, les photos de Christian ont fait écho à ces lectures. Nous nous sommes alors posé plusieurs questions. Pourquoi ne pas lier ces deux modes d'expression, la photographie qui fixe ces traces d'hier, donc trop banalisées,
Et la littérature d'aujourd'hui, qui inlassablement, par personnages interposés, refigure de 1000 manières cette histoire et questionne sur tout ce conflit. On a donc imaginé faire dialoguer quelques images et quelques textes dans un mouvement doublement subjectif, et qu'on assume, par les choix que nous avons faits et par les mises en regard. Autre question, pourquoi des romans et pas des livres d'histoire? Très vite, il nous a semblé que les romans, en donnant de manière polyphonique paroles, sentiments, chair à ces hommes, femmes, enfants de la guerre, parfois même on trouve un personnage central de chien, vous le verrez, le caporal Tauliac, qui a fait la guerre aux côtés de son maître, nous liaient davantage à eux que les analyses historiques indispensables, je le souligne bien sûr, mais parfois un peu froides et distanciées. Dans des langues, des styles très différents, les auteurs abordent des thèmes que parfois les historiens laissent aux marges. Les axes, les angles de vue, les intrigues sont infinis. C'est la grande affaire de la fiction, de à la fois nous rapprocher de l'humain et agrandir le monde. Nous avons donc sélectionné 14 romancières et romanciers contemporains et choisi 26 extraits de romans associés à autant de photos de Christian pour ce qui concerne la mise en regard des textes. Sinon, il y a d'autres photos, évidemment, dont je parlerai tout à l'heure, à 2 exceptions près. Les témoignages de Louis Barthas. Louis Barthas était un tonnelier de l'Aude qui, à 34 ans, a donc été enrôlé dans la guerre. C'était un pacifiste, c'était un socialiste à l'époque, et il a laissé 19 cahiers d'écoliers que les éditions Maspero, avec l'historien Rémi Casal, en 1978, a édité. Et c'était un pavé dans la mare, parce que pour la première fois, l'ensemble de la guerre était en quelque sorte vu au prisme de quelqu'un qui l'avait fait véritablement au quotidien, et ce pendant 5 ans quand même, jusqu'en 1919, vous le rappeliez, Gérard. Deuxième entorse à ce parti pris du roman, un extrait du livre de Stéphane Audoin-Rousseau, Quelle histoire, un récit de filiation, qui est paru tout récemment, en 2013, qui est un historien spécialiste de la Grande Guerre, l'historien spécialiste, on va dire, mais qui écrit ceci dans sa préface à ce livre, donc Quelle histoire, un récit de filiation. J'ai souhaité rester sur les terres de l'histoire, avec un grand H, mais celles-ci sont étendues, et dans bien des directions, les frontières deviennent poreuses au point d'être parfois peu discernables. Voilà, quelques exemples traduiront, j'espère, la tonalité de l'entreprise, donc que vous retrouverez sur les panneaux. Le premier est tiré du livre numéro 6, du roman numéro 6 de Véronique Olmy, qui écrit en août 2004. Tu es l'unique soldat d'une guerre qui bouleversa l'ordre du monde, tu es la solitude dans la multitude en guenilles, tu es la silhouette gelée les nuits de garde, le soldat en faction qui souffle dans ses mains et dont l'haleine est malade, tu es le blessé qui geint et qui se demande s'il est déjà mort ou encore vivant et qui ignore ce qui est pire, tu es le gravé qui appelle sa mère dans le noir des nuits suspectes, tu es l'homme heureux de boire une soupe chaude et de partager une tablette de chocolat, tu es le héros des joies les plus simples dans la tragédie quotidienne. Et je viens de là, c'est toujours Véronique Olmy, de ton corps vainqueur, presque intact, je sors de ta nuit. Entre la terre des tranchées et le cordon à mon ventre, il n'y eut qu'une infime attente, quelques années suspendues. Tu me relis à cette guerre, tu me tiens contre ta vie. Un peu plus loin. Les soldats des monuments aux morts sont toujours en pleine santé, on n'en voit jamais un s'appuyer sur sa jambe de bois, on n'en voit jamais un avec le nez en moins, comme sur les statues antiques, on n'en voit jamais un crotté, souillé, blessé. Les soldats des monuments aux morts sont bien habillés, ils sont réglementaires, pareils à des prototypes, ils n'ont jamais de chagrin, les soldats de pierre. Et nous devons à Marjolaine d'avoir trouvé ce titre, donc extrait de l'œuvre de Véronique Olmy. Et puis Frédéric Roux, dans son livre Le désir de guerre, un peu plus ancien, 1999. L'autre tonalité. Mon grand-père était maladroit comme un cochon. Lorsqu'il est revenu du nord de la Loire, où il n'avait personnellement rien à faire, il lui manquait une jambe. La gauche, je crois, j'en suis presque sûre. Pendant les vacances, lorsque je dormais dans son lit, ma grand-mère a toujours refusé de coucher à ma gauche. Comment l'expliquer, sinon par le fait qu'elle préférait être étendue le long de sa jambe intacte. Un peu plus loin. On a toujours coutume, par paresse, de répéter ce que les autres disent et que l'on ne pense pas vraiment soi-même. De parler de, entre guillemets, l'absurdité de la guerre. Mais la guerre n'est pas absurde. Elle ne l'est jamais. Il n'y a rien de plus logique que la guerre. Elle est toujours explicable logiquement par les intérêts des États et des fauteurs de guerre. Mais cela ne suffit pas. Il est une chose qui n'est pas clairement intelligible, c'est l'absurdité du désir que l'on en a.
La guerre n'advient que si les intérêts des États sont liés au désir que ceux qui vont en souffrir en ont. Elle survient parce que certains nous la rendent familière et qu'il en est, qui les écoute, à qui elle paraît tentante. Et puis un dernier extrait, celui du roman Le Monument, de Claude Duneton, en 2003. Le jour où il a eu 80 ans, mon père a piqué une crise. C'était le 11 novembre 1964, nous étions rassemblés devant le monument aux morts du village, comme tous les ans, et pendant la minute de silence, après la lecture des noms gravés sur la pierre grise, il a hurlé « Ah, nom de Dieu, oui, elle était belle, la guerre !» Ça l'a pris d'un coup, il faisait des gestes désordonnés, tout rouges. J'ai cru qu'il pétait les plombs pour son anniversaire. Ah, vous pouvez en faire des simagrées, oui, ça vous va bien. C'était un hoquet de vieille angoisse, d'âpres souvenirs qui lui remontaient. Mon père était né un 11 novembre, ça faisait un pesant symbole pour un ancien poilu de 14. La cérémonie du souvenir lui apparaissait de plus en plus comme un trait d'humour noir, la célébration des héros, entre guillemets l'honneur des braves, morts pour la patrie, lui faisait l'effet d'une fête de la boucherie, avec chaque année un maillon supplémentaire qui se détachait de la vie. Bref, nous avons fait le pari que ces photos vous donnent, quand vous voyagerez, le goût de rechercher ces traces, et que ces extraits littéraires vous donnent envie d'explorer, plus avant évidemment, les œuvres dont il vient d'être question. D'ailleurs, la bibliographie donc, des auteurs est mentionnée sur le petit présentoir au tout début de l'exposition. Nous avons pris le parti d'ajouter les photos des monuments des 26 communes de Billon Communauté, donc photographie de Christian, toutes les saisons, dont les 4 de Billon, et de regrouper les noms des 802 morts de ce territoire. C'est Christian qui a, de façon alphabétique, repris toutes les listes des monuments aux morts, liste qui n'inclut pas les dizaines de victimes, anciens enfants de troupe, qui sont morts durant le conflit, mais dont les noms figurent sans doute sur les monuments aux morts de leur commune de naissance. Nous avons aussi décidé d'y associer quelques photos de monuments aux morts pacifistes qui traduisent la diversité de l'approche mémorielle dans notre pays, sur lequel donc, le conférencier Olivier Mathieu viendra nous parler plus longuement. Et puis pour contextualiser, vous trouverez 2 frises chronologiques, l'une très simplifiée, peut-être même un peu trop, mais voilà, pour les besoins de l'exposition, l'autre plus fouillée en petites fiches techniques que nous avons donc choisi d'installer en bas des présentoirs. Contextualiser encore avec donc la liste des lois mémorielles concernant l'édification des monuments, leur typologie et les symboles majeurs dont tu parlais, Jean-Michel, qui y figurent. Quant à Marjolaine, son défi, c'était de concevoir une scénographie qui répondait à plusieurs contraintes. Vous pourrez l'interroger là-dessus, parce que, bon, évidemment, il y a longtemps travaillé. L'exposition devait être mobile pour aller dans toutes les communes qui la demanderaient, montable et démontable facilement, et pouvoir être présentée dans un espace assez restreint, on n'a pas toujours de grandes salles comme ça dans les communes, et être peu fragile également. Les photos et les textes nombreux devaient être bien lisibles, à hauteur de regard, et difficile donc de jouer sur la hauteur, comme on le fait pour certaines autres expositions. Il fallait aussi éviter la monotonie, sans pour autant perdre l'effet répétitif, évidemment lié à une tragique thématique en quelque sorte, d'où les structures en zigzag autour et qui encadrent donc les alignements de croix. Dernière question, pourquoi cette exposition et pourquoi faire ? Pour dire que si nous sommes attachés à notre territoire, nous ne voulons en aucun cas d'une lecture nationale, voire nationaliste de la guerre, qui a mobilisé plus de 73 millions de soldats de dizaines de pays et devait être la der des der. Pour rendre hommage aux 10 millions de soldats de tous les pays protagonistes qui sont morts pour des enjeux qui le plus souvent les dépassaient, car les ficelles étaient tirées par d'autres. Pour rendre hommage aux plus de 21 millions de blessés, pour rendre hommage aux 9 millions de civils qui ont perdu la vie, pour rendre hommage aux soldats qui, refusant de repartir dans des attaques vouées à l'échec, furent accusés de refus d'obéissance, condamnés à mort et fusillés, et ce, dès 1914, on l'oublie souvent. Pour rendre hommage aussi aux soldats coloniaux, victimes de recrutement forcé, il y a eu tout récemment sur Arte, magnifique film sur les enrôlements en quelque sorte forcés des Kanaks, Nouvelle-Calédonie, de promesses non tenues et d'abandon de ces mêmes personnes et de ces mêmes soldats après la guerre. Pour dire que le conflit, vous l'avez rappelé, ne s'est pas arrêté en 1918, mais s'est prolongé au-delà et sur d'autres fronts.
pour activer le souvenir des souffrances de tous les soldats et de leurs familles, pour rappeler que les traités, souvent mal réglés et humiliants pour certains pays, ont été source de tensions au XXe siècle et ont laissé d'autres conflits en héritage, et en particulier la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. Certes, nous appartenons à une génération qui n'a pas connu la guerre sur notre territoire, mais nous voulons vivre notre présent avec lucidité et conscience. Nous voulons envisager le futur de manière vigilante, car nous sommes préoccupés de l'état du monde et souvent désespérés lorsque de tous les coins de la planète arrivent des images de guerre, autant de tragédies, banalisées elles aussi, mais cette fois-ci par le filtre des écrans. Est-il vigilant et responsable, ce directeur d'Académie d'éducation nationale de l'Indre, qui souhaitait interdire aux élèves d'un village de son académie de chanter la chanson pacifiste de Craonne pour la cérémonie du 11 novembre, donc de demain, au nom du recueillement et de l'union nationale? À l'instar du maire et des enseignants de ce village de l'Indre, nous pensons, nous, que non. La vigilance nous impose de transmettre les divers points de vue et analyses qui décortiquent en permanence, je dis bien en permanence, et c'est une évolution obligatoire, nous impose de transmettre les divers points de vue, donc, qui décortiquent en permanence la complexité de la guerre. Préserver la paix ne peut se faire qu'à ce prix. Méfions-nous donc de tout roman national consensuel. Sinon, que laisserons-nous à nos enfants et nos petits-enfants si nos démocraties, quoique imparfaites, et les débats qui l'accompagnent disparaissent?